Je vous accueille très chaleureusement, chère Christiane, au nom de notre maire et président, M. Michael Delafosse, qui vous souhaite une très bonne nouvelle année chinoise. Alors, on est vraiment ravis d'accueillir une magnifique exposition, une exposition qui a été proposée par quelqu'un que vous connaissez très très bien à l'Institut Confucius. Kaohsiung, cette année, s'est entouré de ses plus anciens élèves pour proposer une exposition franchement exceptionnelle qui est une invitation au voyage à l'infini. C'est pourquoi les élèves ont choisi unanimement ce nom pour proposer aux Montpelliérains et au-delà, puisque cette année nous serons visibles en dehors des murs de la Maison des Relations Internationales, de découvrir cette nouvelle édition de l'exposition de peinture chinoise pour le Nouvel An chinois. C'est une exposition absolument formidable que j'ai eu le grand plaisir et puis l'honneur de découvrir de manière en présentiel. Donc vraiment beaucoup de chance. Je vous encourage très très fortement à aller découvrir ça. C'est formidable. Merci pour tout ce que vous faites à l'Institut. Merci de nous ouvrir nos enfants à la culture chinoise. Merci. Toute l'année. Merci de les accompagner. Merci de faire de Montpellier cette ville ouverte, diverse, une ville de partage que nous souhaitons tant. Et je vous souhaite une excellente année du buffle. Et je vous dis Niao, Nian, Hao. Bonjour, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans cette exposition au sujet de voyage à l'infini. Qu'est-ce que c'est mon monde? Mon monde, c'est le monde de l'art traditionnel chinois. Et j'ai créé une école à Montpellier depuis 20 ans pour travailler l'art traditionnel chinois, peinture et calligraphie. Et ce monde de cette exposition au sujet de voyage à l'infini, c'est le monde de mes élèves elles sont six filles, 6 françaises, qui ont travaillé depuis presque 10 d'années, même plus, dans cette technique-là. Donc chacun porte son regard, ses recherches sur l'histoire de l'eau, de l'encre, du papier, la difficulté, la souffrance et l'amour qu'ils portent sur cet art millénaire chinois. Je leur remercie et j'espère que ici vous pouvez voyager en visitant cette exposition, vous pouvez voyager avec elles, elles vous ouvrent leur intérieur, parce qu'ici chaque peinture est une pure création. Il n'y a aucune copie, aucune interprétation de telle ou telle en appuyant sur telle ou telle chose, ni photo. Tout ça vient d'un coup de jet, d'un coup de gueule quelque part, et elle parle d'elle-même.
Alors, quand on parle de l'histoire de jeu de l'encre, jeu de l'eau, je dis toujours l'encre de Chine, l'encre de Chine. Tout le monde va dire que mais la peinture chinoise, c'est que noir et blanc ou quoi? Mais non, c'est pas ça. Entre noir et blanc, on a cette gamme de gris est tellement fabuleux. C'était très très beau. Mais là, la peinture chinoise travaille aussi avec des différentes couleurs. Simplement, c'est que nos pigments sont un peu différents des pigments qu'on connaît ici en Occident, très différents de l'aquarelle occidentale, par exemple. On a des pigments très très lourds, on a des pigments très très légers, on a entre les deux. Donc du coup, on a des peintures opaques, des peintures transparentes et aussi des peintures semi-opaques, si vous voulez dire semi-transparents. Donc, ce n'est pas que simplement l'histoire de leur transparence et rentrer dans le jeu, c'est aussi avec leur réaction, on joue avec leur réaction avec de l'encre et de l'eau. Ce n'est pas toujours pareil. Ça nous pose beaucoup de difficultés pour les travailler ensemble, métisser ensemble certaines couleurs pourraient fluidement jouer avec de l'encre, certaines vont stopper l'encre. Ici, je vais vous montrer quelques exemples justement de certaines peintures de mes élèves qui ont beaucoup joué avec la couleur. Et au sein de l'expo, vous allez voir des différentes façons d'apporter ce sujet. Ici, vous voyez, il y a des exemples. Est-ce que vous pouvez distinguer la couleur turquoise, par exemple. Une couleur turquoise, cette couleur turquoise, elle est traditionnelle, elle a daté de peut-être plus de 2000 ans en Chine, parce qu'on les trouve, ces couleurs pigments, faites avec de minéraux, et qui est utilisée sur les peintures dans les grottes pour les hommes anciennes. Je veux dire, donc c'est des peintures basées sur des minéraux très lourds, et on dit opaque. Là, on voit bien, l'opaque est superposé sur une couche de couleur transparente. Transparente, opaque, comme je vous ai raconté tout à l'heure, il y a une histoire de jeu qui emmène plus de jeu, l'eau qui emmène plus d'encre, qui va stopper. Donc là, c'est l'expérience, c'est notre jeu, c'est notre découverte, en même temps, c'est notre recherche. Quand on parle de la peinture chinoise traditionnelle ou pas, de l'art traditionnel chinois ou pas, enfin l'art oriental en général, on pense au sujet de vide et plein. Justement, dans mon atelier, on traite beaucoup ce sujet, vide et plein. Qu'est-ce que c'est le vide et qu'est-ce que c'est le plein? Est-ce que le vide existe sans le plein ou le plein existe dans le vide? Est-ce que le vide est dans le plein? Est-ce que le plein est dans le vide? Donc, il y a un débat, un travail réel, recherche plutôt spirituel quelque part là-dedans. Ici, je vous présente deux œuvres côte à côte et je pense qu'avec ces deux œuvres-là, je peux vous parler un petit peu de notions de vide et plein qui sont au sein de notre recherche. Voici ici, il y a une peinture qui est, on peut dire, le vide, une immensité de vide avec un petit plein au milieu. Et de l'autre côté, vous avez une immensité de plein, un amas de choses. On dirait que c'est plein, mais personnellement, je sens un vide, je sens un lointain, je sens quelque chose qui flotte, un rêve, quelque chose qui est le vide quelque part dans l'esprit de l'artiste. Donc, je l'appelle le plein dans le vide. Alors, on peut dire aussi, ici, je fais le plein pour parler de mon vide. Ici, je fais le vide pour parler de mon plein. La calligraphie chinoise fournit une richesse de l'utilisation du pinceau comme un soutien de l'expression de la peinture chinoise.
Ici, je suis devant quelques petites peintures de mes élèves, donc c'est très différent de l'une à l'autre. Donc vous pouvez distinguer facilement que ce sont des différentes manipulations du pinceau. Le pinceau n'était pas utilisé et les pinceaux ne s'expriment pas de même façon. Donc, on peut évoquer le pinceau, je dis toujours à mes élèves, le pinceau chinois est vivant, il faut la faire parler. Le parler comment? Il faut considérer que le pinceau est le prolongement de notre esprit. Donc, ça mérite aussi une longue expérience pour atteindre à ce niveau-là. Donc, vous pouvez voir, le pinceau pourrait être utilisé à plat, la pointe cachée, couchée, moitié. On peut l'utiliser de façon traîner, tirer, on peut même faire danser le pinceau et sauter le pinceau sur le papier et le pinceau nous répond. Donc d'ici, à chaque peinture, il y a des différentes manipulations du pinceau et je suis très contente qu'ici vous pouvez voir une grande partie de travail, des recherches toujours de mes élèves vis-à-vis de leur compréhension sur le pinceau. Donc, encore une fois, le pinceau chinois, quand on travaille dans la peinture, il faut le considérer vivant. Donc, on va utiliser l'expression et l'art du trait de la calligraphie. Le papier chinois est spécial. Pourquoi il est spécial? Parce qu'il est spécial. Alors, le papier chinois qu'on utilise ici, c'est un papier xuan, chinois xuan cru. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire cru ou cuit? Cru, ça veut dire que c'est un papier qui boit énormément. Il y a beaucoup de taches qui va être utilisé par l'artiste. L'artiste justement joue avec ce papier. Je dis toujours le papier est vivant aussi, donc à nous de voir comment on peut profiter de ce papier, profiter de son propre langage. Alors ici sur le mur, vous avez quelques exemples de jeux de l'eau avec ce papier. Vous avez cette cascade, vous avez deux cascades en haut et en bas. Les deux cascades, une, celle qui est en bas, est réalisée avec justement beaucoup d'eau. Vous pouvez voir l'humidité qui est dans ce papier-là. Imaginons que cet artiste est en train de travailler dans le papier imbibé d'eau. Et donc c'est pour ça il y a ces fondements de gris. Et regardez celle-là qui est en haut, donc c'est aussi une cascade, mais on a beaucoup de sec dans ces traitements-là. Alors le papier, il y a une grande difficulté aussi, c'est que ce papier, une fois qu'on pose un trait ou on pose une tache, si on ne connaissait pas le papier, ça va vous étonner, ça va vous donner de mauvaises surprises, parce qu'on ne peut pas revenir. C'est dit, c'est dit. On est toujours dans l'immédiateté, on est toujours dans l'instantanéité pour travailler. Donc ça nous pose pas mal de difficultés et ça demande beaucoup d'exercice et beaucoup d'endurance quelque part, de courage de l'artiste. J'ai été très marquée par le voyage que nous avons fait en Chine et par un lieu qui s'appelle Wanchang, avec des montagnes très abruptes et très impressionnantes, et ça m'a vraiment marquée. Donc j'ai essayé de reproduire ces montagnes dans le souvenir que j'en ai, avec ce mélange de roches très apparentes, de terre, de verdure, à mi-hauteur, en haut, en bas, partout. Enfin, c'est la difficulté, en ce qui me concerne, c'est de partir comme ça de rien, sans avoir une idée de composition. C'est un peu une déformation, je pense, à l'occidental. Moi, j'aimerais partir et ne pas savoir où je vais. Avec les périodes de confinement et tout ça, et ben, la peinture, j'ai peint tous les jours. Parce que la peinture me permettait de m'exprimer et de m'inscrire dans le monde. Même ce monde qui va mal, et ben, je pouvais inscrire quelque chose. C'était très important pour moi. Ça me donnait un soutien de vie, en quelque sorte. Chaque fois que je viens ici, je recharge mes piles pour un mois et je peux repartir, peindre, voilà. Parce que Chuang a un enseignement qui est à la fois dans la rigueur, mais aussi beaucoup dans la souplesse. Et donc, parce que c'est très compliqué, en tout cas pour moi, c'est très compliqué le geste de la peinture chinoise, le geste de la calligraphie, je n'en suis pas capable. Il faut apprendre à écrire avec un pinceau pour être capable de faire ça. Moi, j'ai appris avec un stylo. C'est mon œuvre préférée parce que
il y a bien le contraste quand même, l'encre de Chine est quand même très présente et permet un contraste important. Et il y a quand même beaucoup de nuances de couleurs. Parce que ce qui m'a séduit dans l'aquarelle, au départ, c'est la couleur. Là, c'est le jeu des couleurs quand même. Et dans la peinture chinoise, c'est pas le jeu des couleurs qui compte le plus, c'est le jeu de l'encre et de l'eau. Et bon, et là, j'aime bien parce que je me suis donné le plaisir aussi de me faire plaisir avec des couleurs. Mais j'aime beaucoup le noir et le blanc, et j'aime bien toutes les tonalités, du gris foncé au gris clair, toutes les tonalités, du gris, enfin du blanc au noir, voilà. Parce que ce sont des couleurs. Le noir, c'est une couleur par excellence, le blanc aussi. Et c'est difficile, c'est très difficile. Je me lance vraiment encore perdue. C'est-à-dire, par exemple, la peinture que je préfère, que je vais exposer, là, je l'aime beaucoup. Et en fait, j'avais dans la tête un paysage de mon enfance, les Pyrénées, parce que je suis née au pied des Pyrénées. Et je me disais, bon, ben, je vais essayer de peindre un peu un endroit. Et en fait, je me suis retrouvée complètement ailleurs. Complètement ailleurs, dans quelque chose de complètement atemporel. Donc j'ai peint effectivement des montagnes, mais complètement à l'apesanteur. Je commence une peinture, je pars en promenade et l'autre chose qui est fascinante, c'est que tous les matériaux sont naturels. Le papier, les pinceaux, la peinture, l'encre, l'eau et les matériaux jouent vivent entre eux. Je compare souvent à un sculpteur qui sculpte et qui tombe sur un nœud. Il avait prévu de faire une figure, il tombe sur un nœud et il va faire autre chose. Et je trouve que les matériaux de la peinture chinoise nous permettent ça. Il y a une grande souplesse et puis l'autre chose, c'est la philosophie qu'il y a derrière, l'esthétique et la suggestion. Je ne peins pas une fleur, je peins le vent dans la fleur. Je ne peins pas une montagne, je peins le caractère de la montagne. L'espace, le blanc dans la peinture, qui dans notre peinture occidentale correspondrait, dans la peinture classique, à quelque chose d'inachevé, alors que dans la peinture chinoise, c'est quelque chose qui prend toute sa place et qui a un sens et qui n'est pas un vide en soi. Ça amène à un silence. Quand j'ai peint ce tableau, je partais comme ça vers l'infini, l'inconnu, je ne savais pas. Lorsque j'ai posé le pinceau, cette peinture s'est révélée à moi. J'ai eu l'impression de la découvrir. Ce tableau s'ouvre vers un infini et peut-être vers un champ des possibles, vers un espoir. Il y a 2 petits sommets au fond et puis devant c'est une grande étendue d'eau et c'est une plaine. Donc c'est une immensité et je trouve que je suis très à l'aise devant. Ça reflète un petit peu mon lâcher prise à tout. Voilà. Il y en a une qui m'a préférée, que j'ai intitulée Vice Versa, parce que, en fait, quand je la mets dans les deux sens, ça me plaît. C'est-à-dire que j'ai du mal à trouver un sens. Alors j'ai mis un saut dans un sens, mais après je me suis dit non, dans l'autre sens c'est pas mal aussi. Et en fait, par hasard, j'ai pris du papier, un papier que je croyais être mon papier traditionnel, et puis j'ai commencé et j'ai dit c'est très très bizarre ce truc. Alors, je me suis dit bon, comme je suis néophyte aussi, je me suis dit tiens, c'est curieux. Et puis j'ai continué et j'ai fait quelque chose de beaucoup plus abstrait que ce que je fais d'habitude. L'eau est partie dans un sens, puis ça ne buvait pas, alors j'ai mis d'autres couleurs. Enfin, j'ai trouvé ça assez passionnant et surtout ça a fait des effets qui m'ont
déjà un peu impressionnés et puis qui m'ont plu énormément. Dans la peinture chinoise, il y a aussi cette dimension qui a été évoquée plusieurs fois, cette dimension du lâcher-prise, qui est, de mon point de vue, essentielle. D'ailleurs, Chuang a une technique très très particulière pendant les cours pour nous faire atteindre cet état. Elle nous parle beaucoup, elle nous fait beaucoup parler, et de ce fait, on peint, le geste est là, on est là sans y être. Et donc c'est dans ces moments-là, je dirais, qu'il se passe peut-être les choses les plus essentielles, importantes, c'est ce fameux lâcher-prise. C'est ce moment-là où arrive l'inattendu. Sa peinture me plaisait parce que c'était avec de l'eau, c'était apparemment tout simple, enfin facile, disons. Et puis, finalement, non, ça n'est pas très simple. Il faut le poser et puis il faut le laisser aller tout seul. Et... Elle nous avait demandé de tracer, je m'en souviendrai toujours, un trait qui représentait un fil de fer, un autre un fil de soie et un autre un fil de coton. Et là j'ai compris, j'ai dit bon ben c'est ça que je cherche en fait. Voilà, et donc je suis arrivée un peu, c'est mon exercice de tous les jours dans la peinture chinoise en fait. Et le pinceau, bon, il avance ou il recule, ça dépend. On l'aide mentalement, mais oui, c'est vrai, on le laisse. C'est lui qui décide en définitive un petit peu.